la La diffusion. diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous expert consacré aujourd'hui à l'analyse de la jurisprudence relative à l'exécution des marchés publics de travaux. Les marchés publics de travaux représentent souvent pour les acheteurs publics des achats clés du fait de leur investissement, de leur gestion, mais aussi parfois de leur importance en termes politiques pour les collectivités territoriales. Ainsi, les difficultés d'exécution entraînent des conséquences importantes. Les scénarios de dépassement budgétaire sont aussi très fortement illustrés dans le domaine des travaux publics. Les dernières illustrations jurisprudentielles, sans remettre en cause les principes propres au marché public, permettront de mettre à jour les expertises des services achats et des services techniques sur les aspects fondamentaux d'un marché public. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maître Raphaël Appelbaum, avocat associé au sein du cabinet LexCase, qui vous livrera ses analyses et recommandations afin d'éviter les écueils majeurs en matière de marché public de travaux. Avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que vous avez à tout moment la possibilité de poser par écrit vos questions via la boîte de dialogue ouverte sur la droite de votre écran. Maître, je vous laisse la parole. Merci Richard. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Raphaël Appelbaum. Je suis avocat associé d'un cabinet LexCase. Je co-anime avec Alain Debelnay et Maxime Buche, qui sont mes associés, la pratique droit public des affaires, principalement en contrat public. Et donc, on a une petite heure avec Moniteur Juriste pour parler effectivement de l'état des lieux de la jurisprudence et des pratiques en marché public de travaux. J'ai une présentation qui est assez dense, mais il y avait beaucoup de choses effectivement à partager avec vous. La présentation est enregistrée et donc elle vous sera effectivement disponible ensuite en replay. Et puis, à la fin de la présentation, bien entendu, on gardera du temps pour des questions-réponses et je reste avec vous en ligne pour cela. Et puis, si je n'ai pas le temps de répondre à tout, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je le ferai avec grand plaisir. Alors, on va voir 5 thèmes ce matin. Les pièges du décompte, parce qu'en 2023, eh bien, c'est toujours effectivement un sujet. Les marchés à forfait, les difficultés d'exécution, l'exécution aux frais et risques, et précisément en matière de travaux, les modifications de clauses financières, on en parle et on en a beaucoup parlé, donc j'essaierai de faire un point effectivement de synthèse sur la situation à date. Et ensuite, le recours à la médiation, qui est un processus collaboratif qui existe depuis des années, mais qui a tendance véritablement à se développer. Je vous dirai pourquoi, comment, et quels sont effectivement les avantages du processus. Alors, sur le décompte, j'ai commencé mes études de droit et on a tous pratiqué cela avec les choses-trappes et les pièges du décompte. Et encore aujourd'hui, on a des jurisprudences qui font état de pièges, de situations d'impasse, de DGD tacite. Et donc, c'est important effectivement de revenir là-dessus parce qu'on s'aperçoit qu'on a toujours effectivement des problèmes sur la compréhension des délais, sur des pièges qui ne sont toujours pas identifiés des deux côtés, hein, du côté MOA ou du côté entreprise. On va voir aussi que le maître d'œuvre a une part de responsabilité ou une action importante sur ces sujets. Alors, première jurisprudence, Conseil d'État, 27 janvier 2023, sur finalement un marché public qui est résilié, hein, et avec une notification tardive du décompte. Alors là, je vous donne un peu le rétro-planning. En novembre 2019, on a une résiliation et il ne se passe rien dans les mois qui suivent la résiliation et le décompte de liquidation est notifié par l'acheteur en août 2020, donc en plein mois d'été, plusieurs mois, plus de 6 mois après la résiliation. Et on a une réaction du titulaire résilié uniquement en octobre 2020. Donc, longtemps après, effectivement, cette résiliation, et puis plusieurs mois après la notification estivale, et puis un rejet en novembre 2020 de l'acheteur. Alors, la question, c'était, est-ce que finalement, cette notification tardive, hein, parce qu'il s'était écoulé quand même plusieurs mois entre l'acte de résiliation et la notification du décompte de résiliation, eh bien, est-ce que cette notification tardive
au titulaire du décompte de résiliation, est-ce qu'elle avait pour effet de déclencher quand même les délais pour contester ce décompte? Ou est-ce qu'on devait considérer que le fait pour l'acheteur public de ne pas respecter ou de ne pas envoyer effectivement son décompte de résiliation dans la foulée de sa résiliation, est-ce que ça donnait un joker au titulaire pour engager effectivement la contestation de ce décompte? Alors là-dessus, la jurisprudence est sévère. Eh bien, elle considère que ce n'est pas parce qu'il y a eu un envoi tardif que les délais du CCAG ne se déclenchent pas et que le titulaire ne doit pas répondre effectivement dans les délais par la présentation de son mémoire en réclamation. Ici, je vous donne effectivement un récapitulatif un peu de ce rétro-planning dans le cadre d'une résiliation d'un marché de travaux. On a deux cas, hein. Nous on était au milieu, hein, on a deux cas principaux. Le premier cas, c'est à la suite du PV de réception, normalement on a 2 mois, l'acheteur public a 2 mois pour notifier son décompte de résiliation. Et ensuite, sur la base de cette notification qui intervient dans les 2 mois, on enclenche également la suite, donc accord ou silence. Donc, ce cas-là, il n'y a pas de suite. Ou sinon, s'il y a effectivement une contestation de ce décompte de résiliation par l'entreprise, il faut présenter un mémoire en réclamation. À l'opposé, le cas numéro 2, silence, pas de notification du décompte de résiliation, il y a une possibilité effectivement de former un DGD tacite, j'y reviendrai tout à l'heure. Et là, dans cette jurisprudence, on était au milieu, on était finalement au-delà des 2 mois de notification, il y avait une notification tardive du décompte de résiliation. Le Conseil d'État considère que même s'il y a une notification tardive, on doit se rattacher au cas numéro 1 et ça déclenche les délais du CCAG pour former un mémoire en réclamation. Donc, c'est une jurisprudence qui est sévère pour les entreprises, mais on va le voir que la position du Conseil d'État, c'est quand même d'accorder quand même une grande sécurité aussi aux maîtres d'ouvrage dans les opérations de décompte. Alors, on a une autre jurisprudence de Versailles, Cour administrative de Versailles, sur le décompte général définitif tacite et la réception avec réserve. Je reviendrai sur cette distinction des réceptions avec ou sans réserve. Ici, les faits sont assez simples. On est sur un complexe, la reconstruction d'un complexe sportif, la réception des travaux prononcés avec réserve, et on a un marché de substitution d'ailleurs pour lever les réserves. Le mandataire du groupement, lui, a établi et transmis son projet de décompte final, et le MOA ne lui a pas notifié de décompte général dans les délais. Et le titulaire lui a notifié son projet de décompte général signé et a adressé copie au maître d'œuvre. Donc la question c'était, est-ce que malgré la réception des travaux avec réserve, est-ce qu'il y a un DGD tacite qui s'est formé dans cette opération de compte? Et alors la position du Conseil d'État, c'était oui. Alors là, c'est important, c'est que la Cour administrative d'appel, considère qu'effectivement, les opérations de décompte sont déclenchées, qu'un DGD tacite peut intervenir malgré la réception avec réserve. Donc, c'est quand même effectivement une importante jurisprudence, car même si on a une réception avec réserve, les opérations de formation d'un décompte, d'un DGD tacite sont possibles. Là, dans l'histoire, le maître d'ouvrage avait simplement fait un courrier en disant il est trop tôt pour discuter de votre décompte car il y a un marché de substitution, il y a encore des réserves, et donc il s'était contenté de faire un courrier de réserve. Je parle du maître d'ouvrage. Le juge administratif dit ça ne vaut rien, ça ne fait pas obstacle à la formation du DGD tacite. Ici, je vous donne un rappel effectivement des grandes lignes de formation du DGD tacite en 4 étapes. L'étape 1, c'est le titulaire qui adresse au maître d'ouvrage copie maître d'œuvre son projet de décompte. Et ça, il doit le faire effectivement 30 jours suivant la réception des ouvrages. L'étape 2, le maître d'ouvrage reste silencieux, donc il ne répond pas à cette notification.
L'étape 3, c'est 60 jours après la réception, s'il y a toujours effectivement un silence du maître d'ouvrage, eh bien l'entreprise notifie une nouvelle fois au maître d'ouvrage avec copie du maître d'œuvre le projet de décompte général signé, ce qu'on appelle nous un projet décompte bis. Alors ce n'est pas une appellation du CCAG, mais c'est la même chose que l'étape numéro 1. L'étape numéro 3, c'est véritablement l'obligation pour le titulaire d'alerter une dernière fois le maître d'ouvrage avec copie du maître d'œuvre de la possibilité du décompte général tacite. Il ne le dit pas comme ça, il n'est pas obligé de dire attention, vous allez avoir un décompte général tacite, mais de lui notifier une nouvelle fois le projet de décompte qu'il avait notifié en étape numéro 1. Et ensuite, là, c'est ce qu'on appelle la dernière chance en étape 4. Si dans un délai de 10 jours, bien, le MOA n'a pas notifié au titulaire le décompte général, alors là, effectivement, on a la formation d'un DGD tacite. Le conseil qu'on peut donner là-dessus, c'est que on voit encore aujourd'hui pas mal de maîtres d'ouvrage qui se font coincer, parce que le DGD tacite est quand même une procédure où malheureusement le maître d'ouvrage va se voir opposer à un décompte sans l'avoir discuté, contesté, et donc DGD tacite souvent mal vécu et mal accepté par les maîtres d'ouvrage. Le conseil qu'on donne, c'est qu'il y a quand même un rôle de vigie qui est laissé au maître d'œuvre dans le process, puisque à chaque fois, effectivement, le maître d'œuvre est en copie. Le conseil que l'on peut donner, c'est de revoir peut-être le CCAP de vos marchés de maîtrise d'œuvre, peut-être pour renforcer, l'idée c'est de renforcer l'obligation de vigilance et d'information du maître d'œuvre qui serait rendu destinataire dans le cadre des opérations de décompte et notamment en lien avec la formation d'un DGD tacite. Alors, très concrètement, ça veut dire renforcer effectivement son obligation de vigilance et d'information et prévoir peut-être, alors ça se discute au cas par cas, mais prévoir peut-être effectivement une pénalité financière dans la mesure où cette vigilance n'aurait pas été réalisée, que le maître d'œuvre aurait été rendu destinataire en même temps que le MOA, mais il n'aurait pas agi et informé le maître d'ouvrage de ce risque de formation du DGD. Alors, je ne veux pas aller trop vite parce qu'il n'est pas question de faire supporter au maître d'œuvre les coûts associés à un DGD tacite, ce n'est pas ce que je dis, mais il y a quand même un rôle informatif qui pèse. Il y a un rôle de conseil qui pèse sur le maître d'œuvre parce qu'il est rendu destinataire de ce décompte. Et le fait qu'il reste silencieux, les bras croisés, qu'il n'informe pas, ça peut donner lieu à un préjudice important pour le maître d'ouvrage. Et donc, ça pourrait justifier quand même un régime de pénalité financière qui pourrait être un pourcentage XY de son marché pour défaut de vigilance et défaut d'information. Cour administrative d'appel de Marseille, 22 mai 2023, les effets effectivement de la crise sanitaire sur les délais d'établissement de décompte. On a eu dans cette affaire un groupement qui conteste un titre de recette qui avait été émis par le pouvoir éducateur à la suite du décompte. Et l'argument du groupement, c'était de considérer que tous les délais prévus au CCAG pour établir le décompte ont été suspendus ou allongés du fait de la crise sanitaire. La réponse de la Cour a été négative parce qu'elle a considéré très simplement que toutes les règles juridiques qui ont été adoptées durant la crise sanitaire en lien effectivement avec le Covid n'avaient pas eu pour effet direct de modifier les documents de nature contractuelle. Et elle rappelle très simplement que tous les délais de formation et de contestation du décompte sont des délais de nature contractuelle et pas réglementaire, et donc finalement que l'ordonnance de mars 2020 n'avait pas eu d'effet aucunement sur les règles de formation du décompte. Donc si aujourd'hui vous avez dans un contentieux une discussion sur les délais de formation de compte durant l'année 2020 en plein Covid et avec cette question de l'ordonnance du 25 mars 2020, eh bien là il y a une décision très claire de la Cour administrative de Marseille qui nous dit que ça n'a pas d'effet, ça n'a pas eu d'effet sur les opérations de compte au point de vue des délais.
Alors, je reviens sur la réception avec ou sans réserve. Là, sur cette décision du Conseil d'État 1er juin 2023, on a une réception sous réserve. Un maître d'ouvrage donc confie l'exécution d'un lot pour un pôle hospitalier, la construction d'un pôle hospitalier. On a une position du maître d'ouvrage qui donne lieu à aucune décision express, il n'y a pas de décision sur la réception, mais il y a quand même un PV d'OPR qui est pris. Ensuite, le maître d'œuvre, lui, propose une réception avec réserve et une réception sous réserve. Et le titulaire, l'entreprise, lui, s'estime être en possession d'un décompte général tacite. Elle saisit le TA pour se faire payer. Et donc, la question de droit, c'était est-ce qu'on peut avoir un DGT tacite? Est-ce que c'est possible de former un DGT tacite en l'absence de décision de réception? Donc, est-ce qu'on peut aussi, simplement sur la base de cet état de fait, on a simplement effectivement des opérations d'OPR, est-ce qu'on peut lancer effectivement un DGT tacite sur cette base? Alors, la position du Conseil d'État là-dessus est négative, puisqu'elle considère qu'à partir du moment où eh bien, on n'a pas eu de réception, on ne peut pas engager effectivement ces opérations. Donc, la décision est importante, et puis elle fait aussi le rappel entre réception sous réserve ou avec réserve. La réception sous réserve, pour faire simple, c'est il y a des prestations qui n'ont pas encore été réalisées. Elles étaient prévues au marché, elles n'ont pas été réalisées, mais on peut prononcer quand même la réception sous réserve qu'elle le soit. Donc, ce sont des travaux, des prestations qui vont être encore réalisées postérieurement. Et puis, la réception avec réserve, c'est une réception des travaux. Les prestations ont été réalisées, mais mal réalisées, donc elles doivent être reprises. Ça, c'est la grande distinction entre les deux. Le marché à forfait, alors je passe sur le marché à forfait, les difficultés d'exécution du chantier, parce que c'est un sujet qui revient très, très souvent. Alors, le cas de l'indemnisation de l'entreprise titulaire d'un marché de travaux, pour faire simple, aujourd'hui, nous avons trois grandes catégories. Est-ce que oui, je déplace ça pour que vous voyez bien mon écran. Nous avons trois grandes hypothèses de contestation financière et d'indemnisation d'entreprises dans le cadre des marchés publics de travaux. On a le cas numéro 1, qui est un cas qui reste quand même un cas d'école, qui est le bouleversement de l'économie du marché. J'ai mis très rare parce que au regard de la jurisprudence et au regard des dossiers, le bouleversement de l'économie du marché en marché de travaux, c'est quand même encore aujourd'hui des cas qui sont extrêmement rares par rapport aux sujets qui sont discutés devant les tribunaux. Pourquoi c'est très rare? Pour deux raisons. La première, c'est que c'est lié aux suggestions techniques imprévues et le sujet des suggestions techniques imprévues est encore aujourd'hui très défavorable aux entreprises parce que la jurisprudence administrative est fortement protectrice des maîtres d'ouvrage depuis 50 ans sur ce sujet. Et ensuite, on ne le rappelle pas suffisamment, mais il ne suffit pas de faire état d'une suggestion technique imprévue pour avoir une indemnisation, encore faut-il qu'il y ait lieu à un bouleversement de l'économie du marché. Et le problème de ce cas numéro 1, c'est que encore aujourd'hui, en 2023, eh bien, la jurisprudence administrative, le droit des contrats publics, le code de la commande publique ne donne aucune boussole fixe et claire sur le seuil du bouleversement de l'économie du marché. Cela n'existe pas. Alors peut-être que parce que c'était une volonté jurisprudentielle et juridique, parce que c'est difficile de fixer des seuils, mais en l'absence de seuil, c'est encore plus difficile, effectivement, de pouvoir présenter un dossier réclamatoire sur ce volet. Donc, le cas numéro 1, on n'en parle pas parce que ce n'est pas véritablement l'actualité. Le cas numéro 2, c'est la faute de la personne publique. On a pas mal, effectivement, de réclamations d'entreprises qui s'adressent au MOA en faisant état
de faute de sa part. Alors là, j'ai mis les sous-catégories de fautes qui sont discutées, hein. C'est soit des fautes dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, j'y reviendrai tout à l'heure, parce qu'on a une décision importante. C'est des fautes dans l'estimation des besoins, c'est des fautes dans la conception du marché et des données d'entrée, et c'est des fautes dans la mise en œuvre du marché. Alors vous allez me dire, la faute dans la conception du marché, c'est plutôt le maître d'œuvre, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, le cas numéro 2, c'est vraiment un cas qui occupe beaucoup de sujets d'indemnisation. Et puis, le cas numéro 3, c'est le cas des TS, hein, des travaux supplémentaires. Et là, je sais qu'on a des questions aussi souvent sur la valorisation des prix nouveaux, la valorisation des TS. Sur le cas numéro 3, l'essentiel, c'est de savoir effectivement si ces travaux supplémentaires ont été pris avec ou sans OS. S'ils n'ont pas été pris avec OS, et dans ce cas-là, c'est le sujet de travaux indispensables à la réalisation de l'ouvrage. Donc voilà les 3 catégories d'hypothèses d'indemnisation. Alors, CA de Marseille, 12 décembre 2022, sur la qualification des fautes du MOA. Cette jurisprudence, elle est très intéressante parce que souvent, et là-dessus j'insiste sur le verbatim et l'usage effectivement des catégories, des sous-catégories que j'ai mentionnées tout à l'heure, je disais qu'il y avait quand même un mur de Berlin entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre sur ces sujets. Les maîtres d'ouvrage, vous connaissez bien effectivement le joker de Haute-Normandie qui consiste à dire à l'entreprise, vous vous êtes trompé de guichet, je ne suis pas guichet unique, donc il faut aller voir les véritables responsables des vices et des fautes que vous alléguez. Et quand je m'adresse aux entreprises, je leur dis attention effectivement dans le verbatim que vous utilisez pour faire valoir des carences et des insuffisances en lien avec vos préjudices, car si vous parlez effectivement de conception ou de direction des travaux, eh bien, ou de direction technique, la réponse que vous risquez d'obtenir de la part du maître d'ouvrage, c'est vous vous êtes trompé d'interlocuteur et vous devez aller voir le maître d'œuvre. Et cette décision de Marseille, elle est importante parce que elle dresse effectivement une séparation entre le pouvoir de direction et de contrôle des marchés, et le contrôle et la direction des travaux. En disant que ce qui est pouvoir de direction, sanction, contrôle du marché, ça c'est bien le MOA. Ce qui concerne le pouvoir de contrôle et de direction des travaux, là-dessus, c'est une affaire de direction technique. C'est le bureau d'études, c'est le maître d'œuvre, et ce n'est pas le rôle du maître d'ouvrage, de même que celui-ci n'assure pas la coordination des intervenants sur le chantier. Et donc, quand vous êtes maître d'ouvrage et qu'on vient vous embêter, en tout cas qu'on vient réclamer sur le sujet effectivement de la direction de chantier, cette jurisprudence de Marseille peut être utile pour essayer de voir effectivement ce qui relèverait finalement d'une réponse Haute-Normandie, à savoir que ça serait un sujet plutôt pour l'OPC, plutôt pour le maître d'œuvre ou les bureaux d'études, ce qui aboutirait finalement donc à sauver le maître d'ouvrage d'une relation directe sur la réclamation. Décision de la Cour administrative de Paris extrêmement sévère pour les entreprises en lien effectivement avec les faits sont somme toute assez classiques. On a une entreprise qui formait une réclamation car l'installation et la localisation de sa base technique telle qu'elle avait été prescrite par les documents du marché s'est révélée fortement préjudiciable pour l'entreprise car elle était en zone inondable. Donc ça a causé plein de soucis pour l'entreprise. Et donc l'entreprise introduisait une réclamation en disant écoutez, voilà, moi j'ai installé ma base technique sur cette zone parce que c'était le site d'installation qui était prescrit par le MOA. Ça s'est révélé extrêmement pénible parce que c'était en zone inondable.
préalable parce qu'en plus, le propriétaire voisin ne nous donnait pas accès, etc. etc. Donc, on a eu un contentieux et une des défenses du maître d'ouvrage a été de faire état d'une visite de site préalable, en disant il y a une visite de site préalable à l'attribution du marché, donc vous ne pouvez pas venir vous plaindre a posteriori. Et la Cour administrative d'appel de Paris a donné raison au maître d'ouvrage, décision sévère, mais elle a donné raison au maître d'ouvrage en considérant qu'il y avait eu une visite préalable, que l'entreprise s'était rendue sur les lieux, qu'elle avait eu la possibilité de poser aussi des questions, que dans ces conditions, eh bien, elle ne pouvait pas former de réclamation. Alors, cette jurisprudence, elle peut aussi être utile lorsqu'on est maître d'ouvrage et qu'on est confronté à, alors pas forcément aux mêmes circonstances, mais quand on est confronté à la discussion, vous auriez dû m'informer, vous auriez dû me donner ces informations pour éviter effectivement la difficulté que j'ai rencontrée. Et là, on voit qu'un des arguments utilisés par le juge administratif, c'est vous aviez la possibilité de poser des questions. Vous aviez la possibilité de poser des questions, vous ne l'avez pas fait, et donc ça se retourne aujourd'hui contre l'entreprise. Donc, hors dehors du sujet de visite préalable de chantier, eh bien, cette jurisprudence, elle est intéressante pour les maîtres d'ouvrage avec ce joker qui consiste à dire vous aviez la possibilité de poser des questions. Alors maintenant, effectivement, en marché public, on le sait que dans les procédures de passation, il n'est pas souvent possible de poser des questions, enfin, au point de vue des délais en tout cas, ça dépend aussi de la procédure que vous avez choisie. Si vous avez un MAPA qui donne un laps de temps extrêmement réduit, eh bien, dans ce cas-là, ça pourrait être un argument aussi de l'entreprise pour dire que les conditions de la mise en concurrence n'ont pas permis effectivement ce dialogue en amont. Alors, autre jurisprudence, là aussi extrêmement sévère pour l'entreprise, sur les intempéries, Cour administrative d'appel de Toulouse, on est en octobre 2022. Pour faire simple, le titulaire avait admis 14 jours, il en a eu beaucoup plus, puisque près de 88 jours d'intempéries, et au niveau des décomptes, pour essayer de sauver ces pénalités de retard, eh bien, il a fait état de jours d'intempéries supplémentaires et de circonstances météorologiques exceptionnelles. Et la question, c'était de savoir, est-ce que le fait qu'il n'ait pas levé le drapeau rouge durant l'exécution en lien avec ces difficultés météorologiques, est-ce que ça lui enlevait effectivement toute possibilité d'en faire état en fin de chantier? Et la réponse des juges, elle est favorable au maître d'ouvrage, puisque elle nous dit, à partir du moment où vous n'avez jamais signalé, jamais informé, que vous n'êtes jamais plaint durant l'exécution des circonstances météorologiques défavorables que vous traversiez, eh bien, vous ne pouvez pas en faire état en fin de chantier au niveau des opérations de décompte. Et donc, le conseil aussi qu'on donne aux entreprises, c'est que vous devez avoir une boussole sur les jours d'intempéries que vous avez prévus au marché, et dès que cette boussole est dépassée, eh bien, vous devez en alerter le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre afin de pouvoir préserver vos droits, parce que sur la base de cette jurisprudence, si vous n'alertez pas et si vous ne signalez pas durant le chantier les difficultés rencontrées, eh bien, il vous sera, je ne dis pas impossible, parce que c'est une jurisprudence d'espèce, mais il vous sera difficile d'en faire état en fin de chantier. Alors, autre sujet ici sur l'indemnisation du sous-traitant en cas de travaux supplémentaires. Cour administrative de Marseille, on est en avril 2023, donc c'est très récent. Donc, pour faire simple sur les faits, on a un sous-traitant qui est amené à dépasser l'objet initialement prévu par son contrat de sous-traitance. Et sans que l'acte spécial soit modifié. L'acte spécial, c'est la DC4. Et donc, il se retrouve à faire beaucoup plus. Hein. Il était prévu qu'il fasse ABC, et puis finalement, il fait ABCD. Donc, du coup, le problème, c'est que son entreprise principale, le titulaire, est liquidé.
et il se retourne vers le maître d'ouvrage, vers le MOA pour solliciter le paiement de ce qu'il considère lui comme des travaux supplémentaires. Et donc la première question, c'était sur un plan juridique, est-ce qu'on est véritablement sur des travaux supplémentaires? Et là, la position de la Cour de Marseille est très pédagogique, puisqu'elle rappelle que pour parler de travaux supplémentaires, il faut regarder non pas le contrat de sous-traitance, mais il faut regarder le marché de base. Donc, est-ce qu'on est face à des prestations réalisées au-delà de ce qui était prévu au marché de base? La réponse est non, puisque finalement, dans le cas présent, le sous-traitant n'avait fait que réaliser des prestations qui initialement devaient être faites par l'entreprise principale. Mais comme elle s'est fait liquider, eh bien, il a été amené à réaliser beaucoup plus que prévu. Donc le juge administratif dit on n'est pas du tout face à des travaux supplémentaires parce qu'on reste dans l'enveloppe globale du marché. Donc, a priori, il rejetait la demande du sous-traitant. En revanche, et là où il vient sauver le sous-traitant, c'est que à partir du moment où le sous-traitant a été amené à réaliser des prestations au-delà de la DC4 et que le maître d'ouvrage en avait parfaitement connaissance, eh bien, le maître d'ouvrage aurait dû régulariser cette situation en modifiant sa DC4 pour justement permettre le paiement direct du sous-traitant. Et là-dessus, les juges administratifs de Marseille viennent sanctionner le maître d'ouvrage en disant « tu n'as pas correctement fait ton job de vigie, parce que tu es la vigie, tu es le pouvoir quand même de contrôle de la DC4, tu as vu un sous-traitant qui allait au-delà de ses prestations DC4, et donc tu aurais dû régulariser cette situation pour lui accorder le paiement direct, et le fait de ne pas l'avoir fait ne peut pas suffire pour ne pas régler effectivement le sous-traitant. Donc cette décision est très intéressante parce qu'elle rappelle ce pouvoir de contrôle et de vigilance du maître d'ouvrage, et puis aussi elle cadre un peu le sujet parce que on a souvent effectivement des problématiques de verbatim et de vocabulaire avec les sous-traitants qui parlent de travaux supplémentaires de manière erronée. Alors, pénalité excessive, c'est aussi un sujet qui revient souvent. Cour administrative d'appel de Nantes, juin 2023. Là-dessus, il faut retenir une chose, hein, c'est que le juge administratif, vous savez, depuis 2008, accepte de revoir et de discuter des pénalités pour savoir si elles sont excessives ou pas. Il le fait très rarement, il accorde effectivement cette protection de manière assez rare, car, et là c'est une illustration, le seuil à partir duquel il considère que ça peut être excessif, ce seuil, il se situe entre 40 et 45. Et ça, il y a un panorama de jurisprudence. Là, en l'occurrence, on avait 42% des pénalités qui représentaient 42% de son marché hors taxe. Et on voit que là-dessus, eh bien, même à 42%, eh bien, il n'a pas à considérer qu'elles étaient excessives. Hein. Parce que quand je dis 40, 45, c'est véritablement une fourchette. Hein. En dessous de 40, le sujet n'est même pas abordé, puisque le juge considère qu'il n'y a pas de sujet. Mais même là, à 42%, le juge a considéré que ce n'était pas excessif. Donc, on voit une illustration de cette jurisprudence qui met quand même la barre assez haute pour considérer que les pénalités appliquées ont été excessives. Il y a une autre jurisprudence que je vous ai indiquée en dessous, 12 avril 2023 du Conseil d'État, très récente, là qui vient apporter une information importante sur le périmètre à prendre en considération pour juger du caractère excessif des pénalités. Parce que quand vous êtes mono-attributaire, bon, c'est le marché global, mais quand il y a un groupement, la question s'est posée de savoir quel était le périmètre à prendre en considération lorsqu'on avait un membre du groupement, un co-traitant qui venait voir le juge en disant là, on m'a appliqué des pénalités, mais je trouve que c'est excessif. La question était de savoir est-ce qu'on prend comme boussole le montant global du marché attribué au groupement ou est-ce que l'on peut prendre en considération le montant affecté à ce co-traitant. Et là-dessus, la décision du Conseil d'État est intelligente. Alors, c'est une décision aussi qui doit être prise en considération des faits d'espèce, hein, puisqu'on avait un groupement solidaire
et puis on avait une affectation précise, effectivement, à la fois des tâches, mais aussi des montants respectifs de chacun. Et donc le Conseil d'État a dit que l'analyse du caractère excessif devait être faite sur la base du montant de chaque membre du groupement, et non pas du marché global. Je vous donne ici un rappel parce que c'est un sujet de discussion récurrent à la fois avec les administrations et les entreprises. Il n'existe pas en droit des contrats publics une obligation absolue et générale d'appliquer des pénalités telles qu'elles sont prévues dans un contrat. Ce qui veut dire que l'administration peut toujours, enfin au cas par cas, elle a le droit de renoncer à des pénalités de retard. C'est un sujet de discussion qu'on a très souvent entre administration et entreprise, et du côté administration et MOA, on entend trop souvent la règle fausse qui consiste à dire si je ne vous applique pas des pénalités, je suis en train de commettre une infraction car je vous accorde une libéralité. Cette position doit être comprise avec prudence parce que c'est faux. La jurisprudence a déjà considéré, et là je vous donne les références, déjà en 1953 au Conseil d'État, et ça a été rappelé aussi en mars 2010 par le Conseil d'État, il est toujours possible effectivement d'exonérer l'entreprise d'application de pénalités. Alors bien sûr, la jurisprudence administrative, elle est intelligente là-dessus. Ce n'est pas un principe général en disant vous pouvez exonérer votre entreprise de pénalités même si elles sont prévues au contrat. Il faut quand même que cette exonération, cette remise gracieuse, elle soit justifiée par rapport aux efforts réalisés, aux circonstances du projet, aux engagements de l'entreprise pour remédier peut-être au retard, pour rattraper le retard accumulé. Voilà, donc là, je vous donne les deux jurisprudences principales, 53 et 2010, qui rappellent ce principe général du droit des contrats publics sur la renonciation à l'application de pénalités. L'exécution aux frais et risques. Alors, je vous redonne ici le schéma classique. On a une relation MOA titulaire, on a une défaillance et le MOA va aller chercher un dépanneur dans le cadre d'un marché de substitution. Donc, le point de vigilance que j'ai signalé en bas, c'est que aujourd'hui, ce marché de substitution, cette exécution aux frais et risques, elle peut se faire avant résiliation et après résiliation. Il n'y a pas de, il faut pas se compliquer. C'est un joker qui peut être utilisé. Enfin, un joker, en tout cas, c'est une sanction qui peut être utilisée sans pour autant déclencher immédiatement une résiliation. Donc, ça peut, si on a un marché de 4 ans et qu'on a une défaillance temporaire, eh bien, on peut envisager un marché de substitution. On n'est pas obligé d'attendre une résiliation pour le déclencher. Alors, il faut rappeler quand même ici les obligations et les droits des différents acteurs, puisque cette histoire d'achat pour compte ou de marchés aux frais et risques, ça se joue à 3. Donc, il y a l'acheteur, il y a le titulaire défaillant et il y a le dépanneur. Du côté MOA, du côté acheteur public, bon, déjà, sauf clause contraire, vous pouvez effectivement mettre en œuvre cette sanction, mais vous devez absolument mettre en demeure le titulaire défaillant. Donc, soit si votre CCAP vous dit que vous pouvez le faire sans mise en demeure, mais c'est très rare, et en général, en l'absence effectivement de CCAP précis, eh bien, vous devez informer le titulaire défaillant. C'est ce qui se passe de toute façon en pratique, d'une manière générale, mais vous avez l'obligation quand même de le prévenir et de rentrer dans un processus contradictoire avec lui pour recueillir ses observations avant d'appuyer sur le bouton. C'est l'obligation de transparence également vis-à-vis du titulaire défaillant. Et aussi le troisième point, qui est un point qui est trop souvent oublié, c'est que le Code de la commande publique ne vous donne pas une carte blanche pour passer un contrat de substitution sans respecter les règles de la commande publique. Ce qui veut dire que si vous passez un marché de substitution, eh bien, les modalités de passation, les modalités d'identification du dépanneur, eh bien, ces modalités doivent être réalisées dans le respect des principes de la commande publique et des règles de la commande publique.
Concrètement, ça veut dire que vous ne pouvez pas aller choisir n'importe quel dépanneur, n'importe quelle commande, n'importe quel dépanneur à n'importe quelle condition et surtout pas à n'importe quel prix. Donc, vous devez, alors soit vous êtes en situation d'urgence absolue et donc vous devez effectivement aller le choisir, vous pouvez aller le choisir mais pour un temps réduit, parce que l'urgence vous permet de faire du gré à gré, mais le temps de lancer une véritable mise en concurrence, un MAPA par exemple. Et puis surtout, vous devez aussi respecter les principes de la commande publique, savoir faire attention à l'usage des données publiques et donc négocier si besoin le prix et le choisir quand même dans les modalités de concurrence et de négociation et de transparence. Les droits pour l'acheteur public, c'est vous avez la possibilité d'actionner cette procédure, même si elle n'était pas prévue dans le contrat. Alors maintenant, avec les CCAG 2021, c'est plus un sujet, mais pendant très longtemps, on a eu des contentieux parce que c'était le cas effectivement sur les anciens CCAG. Il fallait que ça soit prévu pour que ça soit actionnable. Et là, le Conseil d'État nous a rappelé que c'était un pouvoir du droit des contrats publics, issu du droit des contrats publics, de la même manière qu'on a un pouvoir de résiliation unilatérale. Donc, on n'était pas obligé d'avoir une clause écrite. Du côté du défaillant, le défaillant, lui, il a une première obligation, c'est de payer la différence entre son marché et le marché de substitution. Mais il a quand même un droit important, c'est qu'il a un droit de suivi et de contrôle de l'exécution du marché. Il a le droit de poser des questions. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, le dépanneur, lui, bon, il a l'obligation d'exécuter son marché de substitution. Et puis, c'est le corollaire de l'obligation de l'acheteur public. Il ne peut pas signer tout et n'importe quoi. Il doit faire attention, effectivement, parce que c'est un marché public qu'il va signer. Peu importe qu'on appelle ça un marché de substitution, c'est un marché public. Et donc, il ne pourrait pas, par exemple, signer un marché de 6 mois ou d'un an pour 300 000 ou 500 000 euros, sans se poser la question de savoir si les principes de la commande publique et notamment les règles de mise en concurrence ont bien été respectés par le maître d'ouvrage. Donc, CA de Marseille, 20 mars 2023, sur ce que j'appelle le principe du contradictoire. Là-dessus, la Cour administrative de Marseille rappelle qu'avant de mettre en place un marché de substitution aux frais et risques, il faut impérativement, effectivement, interroger le défaillant pour recueillir ses observations. Ça, c'est un droit, un principe du contradictoire qu'on retrouve aussi dans beaucoup de procédures de commande publique. Rappelez-vous, par parallélisme, la procédure de contrôle et de contradictoire qu'on a dans les offres anormalement basses. C'est encore ici un schéma de je vous demande de vous exprimer, de me donner des observations et ensuite je prends une sanction. Bien là, on retrouve effectivement le même mécanisme dans la mesure où la Cour rappelle à l'acheteur public qu'on ne peut pas engager une sanction et un marché de substitution sans avoir préalablement informé le défaillant et sans avoir recueilli ses observations. Alors, autre jurisprudence importante sur les marchés aux frais et risques, avril 2023, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait un devoir d'information sur au bénéfice du défaillant. Ce devoir d'information, c'est lorsque vous passez le marché de substitution, vous avez l'obligation de lui communiquer la notification du marché pour dire voilà, on a notifié un marché de substitution à telle entreprise et on vous informe que cela commence à courir à partir de telle date. Ça, c'est la première obligation. Il y avait une autre question, et ça a été l'objet de la discussion devant le Conseil d'État, c'était de savoir si tout au long de l'exécution de ce marché de substitution, le maître d'ouvrage avait aussi l'obligation de tenir informé régulièrement l'entreprise, donc le défaillant, des modalités d'exécution, des bons de commande, du déroulé du marché et des différentes pièces qui sont en lien avec l'exécution du marché. Là-dessus, le Conseil d'État a été protecteur des maîtres d'ouvrage en disant que ce n'était pas un droit reconnu, en tout cas, ce n'est pas une obligation pour le maître d'ouvrage. Et que c'était plutôt du côté du défaillant de faire la demande. Donc, je m'adresse au maître d'ouvrage. Quand vous envisagez un marché de substitution, vous devez vous dire que vous avez 3 étapes. La première étape, c'est que vous devez recueillir les observations du défaillant avant d'appuyer sur le bouton. La deuxième étape, c'est
vous devez lui notifier le marché le marché de substitution une fois que vous l'avez signé. Et puis, la troisième étape, vous devez être vigilant, c'est quid de l'exécution. Le Conseil d'État vous dit, vous n'êtes pas obligé, vous n'avez pas d'obligation de lui transmettre régulièrement, toutes les semaines ou tous les mois, les pièces en lien avec l'exécution. En revanche, si jamais l'entreprise défaillante vous envoie un courrier en disant « J'ai bien compris que vous alliez passer un marché de substitution, j'ai bien reçu l'information selon laquelle vous l'avez notifié à X, je vous demande sur une base mensuelle pendant toute la durée du marché de me communiquer régulièrement toutes les pièces en lien avec l'exécution du marché, les bons de commande, les comptes rendus, les factures, les ordres de paiement. » Là, du coup, l'entreprise qui fait ça, elle vous renvoie la balle et vous devez vous mettre en vigilance parce que vous devez effectivement suivre ce devoir d'information. Donc, le Conseil d'État dit, vous n'avez pas un devoir d'information, vous, maître d'ouvrage, mais si on vous demande ces pièces-là, vous devez les communiquer. Alors, autre thème sur les modifications de clauses financières en cours d'exécution du marché. Ça a été quand même assez chaotique, il faut le dire, ces dernières années, et notamment l'année dernière, en 2022. Vous avez tous suivi effectivement ce sujet, et puis on est encore aujourd'hui en plein dedans. C'est un sujet complexe, donc c'est toujours difficile de résumer cela en 4 minutes 30, mais je vais vous donner ici les grandes lignes. Donc, je vous passe sur les contextes économiques et les situations que nous connaissons, mais effectivement, elles donnent lieu à de grosses variations, à des réclamations, à des sujets indemnitaires. Et aujourd'hui, dans la vie des marchés publics, on a deux scénarios, deux solutions. C'est soit le sujet d'imprévision, soit le sujet de modification des clauses. Alors, l'imprévision, pour véritablement savoir de quoi on parle, ça ressemble à de la force majeure, mais ce n'est pas de la force majeure. C'est extérieur aux parties, c'est imprévisible, on ne l'avait pas prévu, mais ce n'est pas totalement handicapant ou empêchant sur l'exécution et la poursuite du marché. C'est la grande différence avec la force majeure. La force majeure, vous ne pouvez pas exécuter, vous ne pouvez plus exécuter, vous êtes paralysé, vous êtes empêché. L'imprévision, vous pouvez continuer à exécuter, là je m'adresse aux entreprises, sauf que ça coûte quand même beaucoup plus cher ou ça coûte plus cher. Et donc l'exécution est rendue plus onéreuse et plus compliquée, mais elle n'est pas rendue totalement impossible. Et ça, c'est un point important parce que souvent, il y a aussi des problématiques de vocabulaire des deux côtés, du côté maître d'ouvrage ou entreprise, où on a tendance à mélanger un peu force majeure et imprévision. Et alors, les mots de l'importance, parce que le régime juridique qu'on va associer à l'une ou à l'autre n'est pas le même. Donc, c'est quand même, je dis toujours que le droit, ce n'est pas du par cœur, mais c'est quand même avant tout des définitions. Et donc, il faut vraiment savoir de quoi on parle, il faut faire attention. Donc, si un opérateur parle d'imprévision, eh bien, ça veut dire que déjà, il continue à exécuter le marché. Il ne s'est pas arrêté. J'ai parfois des opérateurs qui me disent on est en situation d'imprévision, donc on va arrêter. Donc, je dis non, ce n'est pas prévu par votre marché, ce n'est pas prévu par le droit. Vous ne pouvez pas arrêter parce que sinon, vous allez subir des pénalités. Même si, on l'a vu, celles-ci peuvent être non appliquées, mais c'est encore un pouvoir discrétionnaire de l'acheteur public. Mais revenons sur l'imprévision. Donc, on n'est pas empêché, mais ça coûte plus cher. Donc, comme je dis, il n'y a pas d'exonération de responsabilité, l'exécution court, et ça peut déclencher une obligation d'indemnisation. L'imprévision, dans le droit des contrats publics, dans l'article L6 du Code de la commande publique, l'imprévision, lorsqu'elle est réunie, elle déclenche une obligation d'indemnisation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le Conseil d'État, dans son avis du 15 septembre 2022, nous dit quelque chose de surprenant, mais il nous dit que cette convention d'indemnisation, elle se réalise en dehors du carcan ou des arcanes du Code de la commande publique. Ça veut dire qu'il nous dit, peu importe les seuils plafonds de ces conventions d'indemnisation, on n'a pas à regarder ça sous l'angle des pourcentages de variation que l'on connaît dans le Code de la commande publique en matière d'avenant. C'est différent. C'est à considérer en dehors du sujet des seuils de variation des contrats publics, puisqu'il considère que c'est une charge extra-contractuelle.
Donc, ça, c'est le premier cas, imprévision et L6 et obligation. Alors, on a eu quand même pas mal de précisions ces 24 derniers mois, et notamment l'année dernière, puisque désormais, on a une boussole qui est fixée à 6-7% de variation. Ça veut dire que à partir du moment où l'entreprise fait état, et je sais qu'il y a beaucoup de questions sur le fait état, sur la base de quel justificatif, j'essaierai d'y revenir tout à l'heure, mais à partir du moment où l'entreprise démontre qu'elle a subi une variation en lien avec des faits qui étaient imprévisibles et extérieurs et que cela impacte de manière importante l'exécution financière, ça ne la rend pas impossible, mais ça la rend plus onéreuse et que ça engage des frais qui dépassent effectivement une variation de 6-7% par rapport à son marché et ce qui est au coût normalement prévu, eh bien, dans ce cas-là, elle a le droit de lever la main en sollicitant effectivement la théorie de l'imprévision et l'article L6 du Code de la commande publique pour obliger une prise en charge financière de ce surcoût. Et autre point, c'est que on sait que c'est un partage de ce surcoût, ce n'est pas une prise en charge intégrale, et que là-dessus, la position du Conseil d'État et de la circulaire également, c'est de rappeler que cette circulaire Borne, c'est de rappeler que eh bien, ce partage de coûts, il se fait dans des grandes masses qui sont grosso modo 75-95% qui sont prises en charge par l'administration, ce qui veut dire que en fonction des cas, eh bien, il peut y avoir entre 5 et 25% de surcoût laissés à la charge de l'opérateur privé. Donc, c'est important, c'est que même si vous êtes dans une situation d'imprévision, eh bien, vous n'aurez pas la possibilité de vous faire payer intégralement. Alors, d'une manière pratico-pratique, moi, en tant que conseil, je ne suis pas ultra favorable pour l'instant à l'imprévision. Pourquoi? Parce que déjà, sur la base de la règle juridique, on est dans un processus obligatoire. Ça veut dire qu'on n'a pas de concertation. L'acheteur public se sent obligé. Aussi, le déclenchement, et que je préfère plutôt la concertation, la négociation, et je préfère qu'on discute ça dans un cadre d'avenant. Aussi, le seuil de déclenchement, il peut être sujet effectivement à beaucoup de discussions. Est-ce que c'est 6, 7 le droit nous dit un seuil de déclenchement, il ne nous dit pas que c'est déclenché à partir du moment où on est à 6%, donc il y aura toujours effectivement des incertitudes. Et puis, la solution de partage de coûts, c'est que effectivement, à la fin, il y a toujours aussi une discussion sur 75-25 ou 70-30 ou 95-5. Donc, c'est souvent aussi un outil qui est lourd à mettre en œuvre, alors que les faits que j'ai évoqués tout à l'heure nécessitent une réponse immédiate et en tout cas une discussion financière immédiate. Alors, je vais avancer rapidement. L'intangibilité absolue des prix, vous savez que ce principe-là n'existe pas. Ça faisait partie de la cacophonie de 2022. Bon, il a fallu attendre l'avis du Conseil d'État pour rappeler à la fois au Premier ministre et à la DAJ que ce principe d'intangibilité absolue des prix n'était pas un principe connu en droit français. Ça fait aussi partie de la cacophonie du droit des contrats publics. Et maintenant, l'autre scénario et l'autre outil que l'on utilise au quotidien pour gérer effectivement ces situations, c'est l'outil des avenants. Et là-dessus, vous avez le cas numéro 1 qui concerne les modifications substantielles pour des circonstances imprévisibles, hein, qui est bien prévu effectivement par le Code de la commande publique, avec les références que je vous ai données ci-dessous. Et puis le cas classique, effectivement, des 15% en travaux, sachant que, je le rappelle, les deux hypothèses peuvent être cumulatives. Hein, les deux hypothèses peuvent être cumulatives. Donc, d'une manière générale, on invite toujours MOA et entreprises à discuter de manière concertée sur des prises en charge, des discussions financières sur les modifications en cours d'exécution en utilisant ces deux outils, sachant qu'on est dans un cadre collaboratif, c'est qu'il n'y a pas d'obligation, on laisse de côté le sujet d'imprévision, hein, on regarde ça sous un angle collaboratif et de discussion sur la prise en charge, les coûts partagés sur ces modalités financières. Alors, il y a une question qui revient souvent sur les preuves et les justificatifs. Alors,
c'est souvent difficile pour un MOA de croire sur parole. Et souvent, il y a aussi un devoir à faire de manière un peu plus poussée de la part du côté des entreprises pour apporter des justificatifs. Il ne suffit pas de dire ça m'a coûté plus cher et puis je vous donne une attestation de mon directeur financier qui vous dit que ça a coûté plus cher. Il faut donner quand même des justificatifs. Et ce qu'on voit en pratique, c'est que il y a certains maîtres d'œuvre qui peuvent être de bons collaborateurs, enfin de bons accompagnateurs sur ces sujets. Il y a des bureaux d'études également, notamment en matière d'énergie, qui peuvent être sollicités. Il y a parfois effectivement des experts qui peuvent être également sollicités. Je ne parle pas d'expertise judiciaire parce que ça serait disproportionné et trop long, mais on peut faire appel à des experts privés pour accompagner effectivement un éclairage sur ces sujets au bénéfice des deux parties. Alors, Richard me dit que le temps file et c'est vrai qu'il est déjà 10h30. Je vais peut-être avoir du mal effectivement pour parler de médiation. Je voulais juste dire 2 mots sur la médiation. On en fait de plus en plus. C'est un processus collaboratif qui va geler les délais et donc qui permet effectivement de se mettre autour de la table sans avoir la peur de la montre. Et on peut le mettre en œuvre à n'importe quel moment au cours de l'exécution d'un marché. On n'est pas obligé d'attendre effectivement les difficultés ou des problématiques de décompte. On le met en place aujourd'hui tout au long de la vie du marché pour gérer n'importe quel différend entre MOA et entreprise. Et malheureusement, le temps est compté, donc je ne peux pas trop en parler. J'aurais voulu en parler ce matin parce que c'est un sujet qui me passionne, mais je sais aussi qu'il y a pas mal de questions. Alors, Richard, vous m'entendez? Oui, maître, je vous remercie. Je vous propose, comme vous le souhaitez, de reprendre les questions qui vous avaient été posées et que vous aviez mis sur la suite de votre présentation, comme vous le préférez. Oui, alors il faut que je le retrouve. Alors, dans le cas de l'exécution des marchés publics à forfait, il est de plus en plus courant que le maître d'ouvrage émette des OS et ou avenants à l'effet de prolonger la durée de chantier sans pour autant prévoir de compensation financière. Alors, j'aimerais que l'intervenant donne son avis, notamment au regard des dernières jurisprudences, sur les solutions qu'une entreprise peut mettre en œuvre pour obtenir le paiement des incidences financières. Alors, là-dessus, on a plusieurs scénarios, plusieurs situations possibles. On a des OS avec prolongation de délai, mais sans incidence financière. Et dans ce cas-là, si on a des OS avec prolongation de délai sans incidence financière, il est impératif pour l'entreprise de faire des réserves sur l'absence de prise en compte des incidences financières. Parce que si vous ne faites pas de réserve, ça sera terminé, vous ne pourrez pas les lever, vous ne pourrez pas les réclamer ensuite. Ensuite, on peut avoir des OS avec prolongation de délai et prise en compte d'incidences financières. Donc là, la question, c'est de savoir est-ce que c'est suffisant ou pas aussi. Parce que si vous ne dites rien, eh bien, ça ne sera pas possible de réclamer ensuite. Et puis, on a la possibilité de faire un avenant avec prolongation de délai. Et donc, dans ce cas-là, il faut être vigilant lorsqu'on est entreprise. Est-ce que dans cet avenant, on a une clause de renonciation à recours? Donc, dans ce cas-là, s'il y a une telle clause qui est prévue par l'avenant proposé par le maître d'ouvrage, eh bien, si vous signez cette clause et cet avenant, eh bien, vous ne pourrez plus réclamer ensuite. Et puis, il faudrait voir aussi quel est l'objet de l'avenant. Est-ce que l'avenant couvre les incidences financières, toutes les incidences financières liées à la prolongation des délais? Donc, lorsqu'on est une entreprise, et qu'on a un doute sur la prise en charge ou la couverture de ces coûts en lien avec la prolongation des délais, eh bien, il faut soit faire des réserves, soit rajouter même une clause dans l'avenant en disant que, eh bien, on se réserve la possibilité de discuter des incidences financières liées à la prolongation des délais, car cela n'est pas couvert par l'objet de l'avenant. Et donc, c'est un sujet qui est sensible parce que c'est vrai que du côté maître d'ouvrage, le marché à forfait, il comprend toutes les prestations liées à l'exécution d'une mission et le fait de prolonger le marché pour la réalisation de la même mission, le MOA a souvent tendance à considérer on ne fait que prolonger, on donne un peu plus de temps pour réaliser la mission, on ne voit pas pourquoi on modifierait
le sujet financier, on ne voit pas pourquoi on donnerait plus d'argent. Et c'est un sujet, le sujet du prix du temps. Hein, ça coûte plus cher parce qu'on est mobilisé plus longtemps. C'est un sujet qui est très sensible pour les entreprises, souvent incompris du côté maître d'ouvrage. Mais vous savez, quand je dis incompris du côté maître d'ouvrage, c'est qu'il est aussi parfois mal expliqué ou mal justifié du côté entreprise. Donc, il y a aussi des torts partagés sur ce sujet. C'est un sujet sensible, mais il faut véritablement renforcer la communication. Donc, il n'y a pas de solution miracle, c'est soit des réserves, soit véritablement faire attention à la rédaction de l'avenant. Il y avait une question révision trimestrielle sur les aides à la compte. Alors, j'ai pas trop bien compris la question parce que pour moi, le montant de la compte à payer, qui est révisé. C'est le montant de la compte à payer qui est révisé, pas le prix global du marché. Le prix global du marché, lui, il ne bouge pas. Il y a une autre possibilité, c'est d'appliquer en accord avec le titulaire la révision en toute fin de marché. Marché à prix unitaire, quel montant prendre en compte pour les avances à compte et modifications? Là-dessus, c'est la valeur du bon de commande qui doit être prise en compte. Je vous donne la référence, article R, partie réglementaire 2191.3 du Code de la commande publique, et puis aussi le 2191.16 du Code, et le 17 également qui vous reprend effectivement cette règle sur le périmètre. Comment analyser les justificatifs dans les demandes d'indemnisation des surcoûts? Je vous l'ai dit, AMO, bureau d'études, plus rarement un expert judiciaire, mais là-dessus, il ne faut pas hésiter quand on est maître d'ouvrage de solliciter l'entreprise pour que ce travail aussi soit fait. Souvent, je le disais, les éléments qui sont donnés sont des éléments qui ne sont pas suffisamment probants ou détaillés de la part des entreprises. Et donc, il y a aussi un travail de direction qui relève du maître d'ouvrage, et puis un travail de preuves et d'informations qui relèvent du côté de l'entreprise. Alors, est-ce qu'il est obligatoire de passer par un avenant pour entériner les prix nouveaux? Non, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation pour cela. Après, en pratique, souvent c'est fait par OS, mais si c'est fait par OS et que c'est réservé par l'entreprise, du coup, c'est pas sécurisé financièrement pour le maître d'ouvrage parce que avec les réserves exprimées, on sait qu'on va avoir un sujet au niveau de la formation du décompte. Et donc c'est pour ça qu'en pratique, il est toujours recommandé, si jamais c'est possible, parce qu'il n'y a qu'à Faucon, mais c'est toujours recommandé quand même de passer un avenant, surtout quand on a beaucoup de prix nouveaux, pour éviter que la discussion soit repoussée en fin de chantier. Peut-on prévoir des pénalités pour les réserves qui ne seraient pas levées dans les délais? Oui, c'est tout à fait possible. Donc, il y a une grande liberté du MOA pour définir les pénalités applicables au marché. Là-dessus, je vous donne une référence, la Cour administrative d'appel de Douai, par exemple. On a une jurisprudence du 12 janvier 2021 sous la référence 19 DA Dominique André 00453. Qui prévoit effectivement un mécanisme, qui fait état d'un mécanisme de pénalité qui avait été prévu au marché pour la non-levée des réserves dans les délais. Puis, il y avait une dernière question. En cas de travaux supplémentaires augmentant le montant du marché, quid de la GAPD? Alors, il n'y a pas de lien entre TS, entre travaux supplémentaires et GAPD. Il n'y a pas de lien entre les deux. La GAPD est un outil de garantie complémentaire au marché. Et donc, en fin de compte, c'est un outil qu'il faut négocier en parallèle. Et c'est un point à voir entre titulaire et MOA, mais ce n'est pas une obligation. Et en tout cas, il n'y a pas de lien automatique. Et puis, surtout, il ne faut pas oublier que renégocier et modifier une GAPD, c'est un coût. Ça coûte de l'argent pour le titulaire. Donc, la question, c'est véritablement de voir est-ce que c'est véritablement nécessaire de le solliciter, de le négocier en marge des TS. Voilà, j'ai un peu débordé, mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'il est quand même pas trop tard, il est 10h36. Je vous avais transmis certaines questions via WhatsApp. Il y avait 4 questions. Il y avait une question sur
la faute d'un maître d'œuvre externe. Ben oui, c'est la faute d'un maître d'œuvre. C'est la question sur l'indemnisation. Quand je parlais des fautes du maître d'ouvrage, la jurisprudence administrative, elle dit le maître d'ouvrage, il n'est pas totalement innocent dans la direction du marché et le pilotage et la coordination, mais il ne peut pas être le guichet unique de tout le monde. Il ne peut pas être responsable pour les éventuelles carences et insuffisances des autres intervenants au marché, que ce soit des bureaux d'études. Et donc, quand je parle de maître d'œuvre, oui, je parle surtout de maître d'œuvre externe au maître d'ouvrage, parce que s'il est interne, dans ce cas-là, là, effectivement, le maître d'ouvrage / MOE, il est responsable. Mais si c'est un bureau externe, là-dessus, la jurisprudence donne la possibilité, ou en tout cas protège le maître d'ouvrage en disant vous devez aller voir, en s'adressant au titulaire, à l'entreprise réclamante, vous devez aller voir la bonne personne et vous êtes trompé de guichet. Ensuite, il y a plusieurs questions sur les pénalités dans les CCAP. Non, alors la question c'était sur les pénalités de retard. Est-ce qu'on a une obligation de les appliquer? Attendez. Concernant les pénalités, nous indiquons dans le CCAP que la société encourt des pénalités de retard, donc aucune obligation de les appliquer. Faut-il un document pour avertir le titulaire? Avertir le titulaire de quoi? Qu'on n'applique pas les pénalités? Surtout, le point, c'est que ce que je disais, c'est que dans les pénalités, vous pouvez les pénalités de retard, bien souvent, elles sont applicables. Il faut distinguer entre applicabilité et application. Elles sont applicables souvent sans information préalable et sans mise en demeure. C'est souvent le cas dans les marchés. Après, si vous souhaitez ne pas les appliquer et donc les accorder une exonération, je pense que c'est quand même bien de tracer cela, parce que vous devez quand même avoir des bonnes raisons pour ne pas le faire. Et donc, vous pouvez par exemple obtenir les informations, solliciter les observations, pas en défense, mais les observations de l'entreprise qui vous amèneraient effectivement à ne pas les appliquer. Est-ce qu'on doit indiquer au titulaire de substitution le contexte du marché? Est-ce qu'on doit informer le titullaire dépanneur du contexte dans lequel il intervient? Oui, je pense que soit c'est pas forcément une obligation, mais ça fait partie de la bonne information et de la transparence. Et puis, surtout si on parle de marché de travaux, à la limite, marché de fourniture, c'est plus simple, mais s'il intervient en marché de travaux, le dépanneur, il y a bien entendu tout un sujet assurantiel qui va être compliqué parce qu'il intervient alors que le chantier n'est pas fini. Donc, ce n'est pas une règle de droit, là, c'est vraiment une considération technique et opérationnelle. Il faudra effectivement partager le contexte du marché pour que le sujet assurantiel soit mis à jour. Alors, l'imprévision étant issue de la doctrine administrative en cas de contrat privé de la commande publique, peut-on invoquer la théorie de l'imprévision plus L6 CCP ou doit-on faire référence à la convention de l'article? Non, oui, la question c'est, vous savez que vous avez des acheteurs qui sont parapublics et qui sont soumis aux règles de passation de la commande publique et pour autant le contrat qu'ils signent est un contrat de droit privé. Parce qu'ils ont une nature privée, je pense par exemple au SEM. Eh bien, la question, c'était de savoir si on a un sujet d'imprévision, est-ce que du coup, c'est le L6 qui s'applique ou est-ce que c'est le 1195 du Code civil? La réponse pour moi, c'est le 1195 parce que du coup, vous savez que dans ce genre de situation, le contrat, si c'est un contrat privé, eh bien, il va être régi à la fois par le CCAG, mais s'il y a un contentieux, il n'est pas soumis aux règles de la juridiction administrative, c'est un contentieux privé, et bien, dans ce cas-là, ça sera effectivement les règles de droit civil qui s'appliqueront au contrat privé, puisque c'est un marché privé. La différence entre le L6 et le 1195,
c'est que le L6 crée une obligation de prise en charge selon les conditions que j'ai évoquées tout à l'heure, qui sont des conditions difficiles. Le 1195, lui, crée une obligation de se mettre autour de la table pour discuter. Sans obligation de prise en charge. Et que si les parties n'y arrivent pas, dans ce cas-là, c'est le rôle du juge de déterminer s'il y a une prise en charge qui doit être mise à la charge justement du maître d'ouvrage. En cas de refus du MOA d'indemniser l'imprévision, le titulaire peut-il saisir le médiateur des entreprises? Oui, à tout moment, le médiateur, alors soit le médiateur des entreprises, soit n'importe quel médiateur. Tout à l'heure, enfin, j'ai pas eu le temps de parler de médiation, mais la médiation aujourd'hui, elle n'est pas le monopole du médiateur des entreprises. Elle est le monopole de tous les médiateurs qui sont enregistrés auprès des tribunaux administratifs. Pas la liste, mais ils sont nombreux. Auprès de chaque tribunal administratif de France, vous avez une liste de médiateurs disponibles pour accompagner les parties sur le règlement de différends ou même justement ces règlements, ces discussions financières lorsque on n'arrive pas à se mettre d'accord. Alors après, peut-être que ce n'est pas forcément obligé d'aller voir un médiateur pour cela. Peut-être que le conseil du MOA, le conseil de l'entreprise peuvent aussi discuter, vous aider à dialoguer. C'est le rôle premier d'avocat d'aider les parties. C'est pas forcément attaquer et défendre, c'est aussi favoriser le dialogue entre parties, de parler entre avocats pour pouvoir effectivement trouver une solution au sujet. Sur les renonciations à pénalité, pouvez-vous repréciser les modalités nécessaires pour éviter le risque encore soulevé récemment et rappelé, côté CRC ou financier en tout cas? Alors, il est vrai que là-dessus, j'ai insisté parce que il y a encore eu de mauvaises compréhensions et de mauvaises idées qui circulent au plus haut niveau. On voit encore effectivement des CRC qui parlent trop souvent de absence de pénalité égale libéralité. Et comme je l'ai dit, c'est un raccourci qui n'est pas correct. Le droit, la jurisprudence administrative accorde la possibilité aux administrations, aux maîtres d'ouvrage de ne pas appliquer les pénalités, mais le droit dit vous ne pouvez pas le faire les yeux fermés et sans avoir quand même un minimum d'éléments justifiant votre clémence. Et donc, là-dessus, vous pouvez très bien écrire, vous, MOA, à l'entreprise en disant, voilà, vu la situation, je vous rappelle qu'au point de vue du contrat, des pénalités étaient prévues, mais j'ai pris en note ou j'ai bien pris acte des efforts que vous avez réalisés, des efforts de cadence et de mobilisation chantier que vous avez réalisé pour rattraper ce retard, même s'il n'a pas été rattrapé totalement. J'ai été satisfait effectivement de cette collaboration. La réception, bien que tardive, est intervenue sans réserve et donc j'ai décidé de ne pas appliquer de pénalité. Je vais vite, mais l'idée, c'est d'avoir cet échange et cette traçabilité pour expliquer pourquoi vous avez procédé à une exonération. Alors, c'est vrai que aussi la meilleure chose à faire, c'est de dire à l'entreprise, demandez-nous une exonération et on l'étudiera. Hein. C'est plutôt aussi comme ça que ça doit marcher, plutôt que du côté MOA de faire les questions, les réponses. C'est quand même plus logique que ça soit l'entreprise qui vienne solliciter une remise gracieuse ou une clémence contractuelle au regard des pénalités et que ensuite vous preniez une décision. Ah, il y a une question. Pensez-vous que l'article 793 du Code civil puisse faire obstacle à l'établissement d'un DGD tacite sur les TS réalisés sans OS? La réponse est oui. La réponse est oui. Il y a pour deux raisons. Déjà, la jurisprudence judiciaire est protectrice des maîtres d'ouvrage sur les DGD tacites en disant que ça ne peut pas couvrir des TS. Ça ne peut pas couvrir des TS réalisés sans OS. Et ça a été confirmé très récemment par la Cour de cassation qui a rendu là-dessus une décision là, au mois de juin qui confirme cette position du juge judiciaire. Hein. Je parle du juge judiciaire qui refuse l'application de la formation d'un DGD tacite sur des TS. Il refuse notamment au regard justement de l'article 793
qui considère comme étant effectivement de nature législative. Et là-dessus, vous pourrez m'écrire en privé pour que je vous donne la référence, parce qu'il y a une toute récente décision de la Cour de cassation qui vient préciser cette jurisprudence, qui est une jurisprudence constante hein, pour le juge judiciaire. Bien, écoutez, Allez, maître. Oui, excusez-moi. Ben oui, non, je vous laisse la parole. C'est vrai que le temps file. Si vous avez des questions que j'ai pas, encore des questions sur lesquelles j'ai pas pu répondre parce qu'il y en avait beaucoup, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé ou un email. Et si je peux rapidement vous répondre, je le ferai avec grand plaisir. Très bien. Bah, écoutez, maître, je vous remercie donc d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis, bon, c'est vrai, ce qui est dommage, c'est que vous n'avez pas eu le temps d'aborder le thème de la médiation, mais je pense que ça peut faire l'objet d'un webinaire à part entière, donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler. En attendant, eh bien, écoutez, je vous remercie. Pardon? Oui, non, je dis bien sûr. Et puis surtout, la médiation, c'est quelque chose d'assez simple, c'est que vous êtes les premiers acteurs, vous, MOA et entreprises, de la médiation. Donc, mais quand le dialogue est impossible, il y a des professionnels qui peuvent vous aider effectivement, parce que la médiation, c'est la discussion. Hein, la médiation, c'est le dialogue. Donc, vous êtes quand même les premiers acteurs de ce dialogue. Et si vous n'y arrivez pas, il y a des professionnels, avocats, anciens magistrats, médiateurs professionnels, qui sont là pour vous aider effectivement à dialoguer et à retrouver effectivement cette discussion. Très bien. Je remercie donc tous les participants donc d'avoir assisté à ce webinaire et de vous donner rendez-vous à la rentrée pour de nouveaux rendez-vous experts. En attendant, vous pouvez consulter notre base de données Moniteur Juridique qui est régulièrement mise à jour. Et pour terminer, ben écoutez, je vous souhaite, si vous en prenez, de bonnes vacances. Voilà, à très bientôt. Et merci encore, maître. Merci.